BFM Business. 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégral Bourse, Guillaume Sommerer. Intégral Bourse à vos côtés face à cette tempête boursière là qu'on est en train de vivre. Une baisse qui s'accélère encore là en ce milieu d'après-midi. Le CAC perd désormais 5,7% de baisse à l'instant où on se parle, 5,8 même à l'instant, 4363 points. Jusqu'où cette baisse peut-elle aller? Pourquoi cette baisse s'accélère-t-elle à ce point-là? On va essayer de répondre avec l'un de nos meilleurs experts, c'est Jean-François B. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Guillaume. Le directeur général de Morningstar France, on perd quasiment 6% maintenant sur le CAC. Rien qu'aujourd'hui, on avait déjà perdu 10% en 2 semaines. Ça fait 16% de baisse là en 2 semaines. 16% par rapport au plus haut? Ouais, c'est délirant là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on presse avec une telle baisse des marchés? Effectivement, on s'attendait à une entrée un peu difficile. Là, c'est vraiment une entrée très très difficile. Un été meurtrier, un des cracks historiques qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Août ou octobre sont toujours des mois un petit peu agités. Je pense qu'il faut revenir. Donc la précédente grande baisse de 2015, c'était fin juin, quand la Grèce justement mettait en place son référendum et on pensait à ce moment-là un Grexit. Et la grande baisse aussi historique, c'est été 2011, crise en zone euro. Je crois qu'on a terminé à moins 4,68% sur le CAC 40 et on voit qu'on n'est pas dans les métriques de la journée d'aujourd'hui. À ce moment-là, il faut remonter à Lehman Brothers 2008. On est sur du moins 6%, moins 6,38 au mois de novembre, ou le 6 octobre 2008, on est carrément à moins 9,04%. C'est un petit peu dans l'échelle de ce qu'on a connu en septembre 2001 avec les attentats à New York au World Trade Center. Donc on voit que c'est vraiment historique, majeur, une contagion, effet domino qui touche maintenant nos pays développés. Le CAC 40 a baissé de l'ordre de 15%, on vient de le dire. Sur les marchés américains, c'est entre moins 5 et moins 10% par rapport au plus haut. Il faut se souvenir que sur les pays émergents ou sur la Chine, Shanghai, c'est moins 40% par rapport au plus haut. Donc le mouvement avait déjà commencé au mois de juin. Oui, mais Shanghai, c'est un marché beaucoup moins liquide, beaucoup moins mature également que nos marchés occidentaux. Et là, on voit qu'on prend la route de Shanghai, on perd 5,8% à l'instant où on se parle à Paris. Qu'est-ce qu'on price avec une telle baisse du marché? On price l'arrêt de la Chine, plus de croissance en Chine, je sais pas, une déflation. Déflation, oui, tout à fait. Les taux longs allemands sont autour de 0,5%. Les taux longs américains sont repassés en dessous de 2%. Je pense que c'est aussi le contre-pied. C'est-à-dire qu'il va falloir réajuster l'ensemble de ces valorisations, de ces modèles en cette rentrée. En début d'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le quantitative easing de Mario Draghi. On avait en fait un marché un petit peu paradoxal, c'est-à-dire que les marchés actions étaient très euphoriques. À côté de ça, les taux allemands étaient à 0%, donc taux allemand à 0%, on se dit ils priceaient une déflation forte, et les matières premières priceaient une récession. On avait souligné ce paradoxe très fort, qui a été résorbé au deuxième trimestre. Donc alléluia, les fondamentaux ont joué leur jeu. Au deuxième trimestre, on a une hausse des taux d'intérêt, on a une hausse des matières premières et on a une baisse des actions. Les intervenants, justement, anticipent une sortie par le haut, c'est-à-dire une sortie avec de l'inflation et avec une croissance mondiale qui sera un petit peu vente, mais en tout cas qui restera très élevée. Et puis, badaboum, on a un renversement total de la situation au mois d'août de cette année, il y a quelques jours, à cause de la Chine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Chine était dans un scénario de yuan assez fort, un peu modèle à l'allemande, et qu'en quelques jours, il dévalue fortement en disant « nous, on rentre aussi en guerre et on va fortement dévaluer », on voit que l'effet domino touche l'ensemble des pays, avec en premier lieu les pays émergents. Donc c'est une crise de la Chine. Et maintenant, c'est une crise des pays émergents. On s'inquiète en fait des pays émergents parce que guerre d'échange dit fragilité, donc baisse des devises de l'ensemble des pays émergents. On s'inquiète aussi du prix des matières premières. Je pense qu'il y a une vraie recorrélation des classes d'actifs autour des matières premières. C'est-à-dire que les high yield, le crédit, la dette émergente, les pays émergents, on vient de le dire, les prix des matières premières, bien évidemment, l'ensemble des actifs actions cycliques, toutes les valeurs cycliques, sont recorrélés autour de ce point de crise. Parce que les matières premières, on rappelle, le pétrole est passé aujourd'hui sous les $40 pour le WTI. On était à des plus bas de 6 ans, des plus bas de 6 ans et demi également pour le cuivre. Ça nous ramène tout ça à la crise de 2008-2009. Oui, on en est là aujourd'hui. Il faut revenir au scénario de déflation et de récession de 2008. On parlait de la crise de 29 à l'époque, pour retrouver ces prix sur le pétrole, $38 sur le WTI. Et ces 9 baisses consécutives sur le
WTI sur le pétrole, il faut remonter à 1986. Comme 1986, c'est le contre-choc pétrolier où il y a effectivement une très forte baisse. Donc on se retrouve un petit peu dans cet environnement-là. Plus que les pays émergents ou la Chine, je pense que l'indicateur technique et l'indicateur avancé pour voir justement si on peut sortir de cette crise, c'est les matières premières et c'est le pétrole. Les marchés sont tous focalisés sur cet indicateur en disant donc la crise en Chine sera plus dure que ce qu'on anticipait. C'est un vrai hard landing. On le voit bien, en fait, si les Chinois achètent pas de pétrole, de matières premières, de cuivre, de minerais de fer, ça montre bien que le ralentissement est majeur. Et donc, toutes les classes d'actifs se recorrèlent autour de ces indicateurs matières premières. Qui sont les principales victimes de cette dégringolade des marchés? On perd désormais 7% à Paris, là. Ça fond, hein. Moins 7 en ce moment à Paris. Alors, les premières victimes la semaine dernière, c'est les pays émergents, on l'a dit, donc les bourses émergentes. Le risque qui est anticipé par les marchés, c'est de se dire on va forcément avoir quelque part un défaut, un risque de défaut sur un pays qui est émergent, qui voit sa devise dégringoler, qui n'est pas exportateur ou qui est exportateur de matières premières et qui peut être touché et qui est déficitaire. Donc des pays fragilisés comme la Russie, comme le Brésil, la Malaisie, la Thaïlande, la Turquie. Et donc quelque part on se dit en zone euro, si on a des pays comme la Russie, l'Ukraine, la Turquie, donc il y a peut-être aussi une remise en cause de la croissance en zone euro qui était déjà pas très positive. Et donc il y a là encore par ricochet l'ensemble des valeurs cycliques qui vont être touchées. Donc c'est un petit peu ce qui fait peur aujourd'hui au marché. Va-t-il y avoir des dommages collatéraux et des accidents sur des pays émergents plus petits? Parce qu'en plus jusqu'ici, à chaque fois qu'on interrogeait experts et qu'on leur disait attention, crise émergente, est-ce que nos marchés européens risquent pas d'en subir les frais? Ils nous disaient non, parce qu'on a un retour de la croissance en Europe, croissance plus saine que par le passé, un peu plus forte également, et donc ils nous disaient tous qu'il fallait continuer de miser sur l'Europe. On voit qu'aujourd'hui on a une capitulation sur tous les marchés européens. Est-ce qu'on peut faire aussi le lien avec la hausse de l'euro là qui est à l'œuvre depuis vendredi? L'euro vaut quasiment 1,17 $ aujourd'hui. Et l'euro qui progresse aussi face à toutes les devises émergentes. 2008, ça sera la crise des États-Unis, du système financier américain. 2011-2012, c'est la crise en zone euro. 2015, c'est la crise en Chine et sur les pays émergents. Donc ça sera marqué d'une pierre blanche, comme justement la remise en cause totale du modèle chinois sur 2015. Et on voit les effets. Alors après, sur les conséquences dans les prochains jours, on avait parlé de volatilité ces dernières semaines et de prise de bénéfices et de protection. Je pense qu'on est encore dans cet environnement-là. Maintenant, si on prend un petit peu de recul, c'est soit effectivement il y a un effet domino qui est très très dur et auquel cas il va falloir vraiment se mettre à l'abri pour protéger les portefeuilles. Pour l'instant, c'est un petit peu trop tard de réagir en pleine bourrasque. Soit les banques centrales agissent, donc on peut avoir la Fed, la Chine, le Japon, la BCE, qui prenant conscience en fait de ces révisions et de cette crise, ne peut pas se permettre une nouvelle crise et vont donc activer des mesures exceptionnelles. Et ça peut être joué par certains acteurs un peu contrariants en se disant finalement la Fed va pas augmenter ses taux, finalement la Chine va, elle, au contraire, baisser ses taux, mettre en place un Recovery Act et vraiment agir pour relancer la croissance. Finalement, la BCE va pouvoir intervenir en coordonnée avec l'Europe. Donc il y a peut-être des lueurs d'espoir. Un renforcement du QI en Europe, c'est quelque chose d'envisageable avec l'euro qui remonte, on le disait en flèche, la déflation importée aussi avec cette chute des matières premières qui éloigne sans doute l'inflation des objectifs que s'était fixé la BCE. C'est maintenant ou jamais. On attendait le relais de l'Europe. Je pense que la crise grecque est venue repousser un petit peu ces interventions. Maintenant, la carte majeure doit être jouée par l'Europe. Quelle stratégie du coup pour tous nos téléspectateurs, nos auditeurs qui rentrent de vacances et qui se prennent une chute de 7% des marchés financiers en Europe aujourd'hui? Comment on peut réagir? Alors, ça dépend de chaque portefeuille. Si vous êtes investisseur de moyen long terme, vous avez protégé un peu vos portefeuilles, vous faites le dos rond, vous attendez parce que vous êtes sur des valeurs un peu défensives. Vous avez fait confiance au stock et aux bond pickers. Il y a des gérants actifs qui sont là pour bouger vos portefeuilles. Si vous êtes pleinement exposé sur des valeurs très agressives, il est encore temps de se protéger. Je pense au crédit high yield, je pense à la dette émergente, je pense aux pays émergents, je pense aux valeurs techno. Il faut continuer, à se protéger. Globalement, peut-être aussi regarder des ETF qui protègent ou acheter de la volatilité. Ensuite, pour les traders les plus professionnels, j'allais dire, il va y avoir des affaires à faire, puisque c'est
type d'opportunités en cas de dislocation sur les marchés. Il y a forcément des opportunités. Là, bien évidemment, vous avez compris à travers mon discours que c'était un peu tôt, mais clairement, les traders, les intervenants les plus agressifs vont pouvoir regarder dossier par dossier, parce que là, c'est une baisse indiscriminée. Hein, donc on jette le bébé avec on bazarde tous les portefeuilles et il y a forcément des belles valeurs à saisir. Voilà, mais pour l'instant, il est urgent d'attendre. Un cash is king, c'est votre message. Cash is king, c'est ce qu'on avait déjà dit il y a 2-3 semaines et encore la semaine dernière. Cash is king, attendez, faites le dos rond. Il est beaucoup trop tôt pour agir en pleine bourrasque, j'allais dire. Ouais, c'est pas en pleine bourrasque qu'on met le nez dehors. Jean-François B, directeur général de Morningstar France, ou si vous mettez le nez dehors, mettez un casque. Merci Jean-François d'être venu nous voir alors que les marchés accélèrent leur repli. On perd plus de 7